sommaire de ce 1er avril, c'était l'annonce faite par le Premier ministre Jean Castex le 12 mars dernier. Face à l'augmentation du prix des carburants, une remise à la pompe de 18 centimes le litre sera effective le 1er avril. En ce premier jour de mise en place, les Yvelinois ont-ils fait le déplacement pour remplir leur réservoir ? Des animations, des conférences, des rencontres et plus de 80 auteurs présents. Pour son premier salon du livre, Saint-Quentin en Yvelines regarde vers l'avenir. Les Visionnaires se tient les 1er et 2 avril au Vélodrome. Et puis d'autres idées sorties pour le week-end pour ne rien rater dans le département et profiter de ces premiers jours du mois d'avril. 1,86€ le litre de samplon 95, 1,99€ le litre de gazole. Ici, la réduction de 18 centimes est d'ores et déjà appliquée sur les carburants. Et malgré la neige, ils étaient déjà nombreux dès la première heure à vouloir faire le plein en ce 1er avril. C'est également automatique au niveau de la pompe. Le prix est déjà remisé. Le prix affiché est déjà remisé. Donc nous, pour informer le consommateur, on a ajouté une mention sur les tickets de caisse que le client recevra. Et on a également prévu de coller sur chaque pompe un sticker dont le design a été fourni par le gouvernement pour l'informer que cette réduction est financée par le contribuable et par le gouvernement. Attention, certaines stations des Yvelines ne proposent pas encore la réduction, elles doivent attendre de vider leur cuve pour se réapprovisionner en carburant moins cher. Mais pour d'autres, des réductions supplémentaires s'appliquent, comme dans cette enseigne de la grande distribution à Morpas qui cumule les remises. On fait bénéficier à nos clients depuis 3 week-ends de suite une remise de 6€ pour l'achat de 30 litres d'essence et 30€ de courses dans le magasin. Les clients affluent du vendredi au samedi et peuvent bénéficier de cette remise sur leurs achats dans la semaine qui suit. Vu ces derniers mois, plutôt dernières semaines, du taux excessif de l'essence, c'est une très bonne chose, là, oui. Une fois le gouvernement a pris les choses en main rapidement. J'aurais pu mettre de l'essence un peu hier, là j'étais un peu sur la réserve, j'ai remis 15€ avant-hier et puis là je vais faire le plein du coup aujourd'hui. Le coût de la remise de 18 centimes TTC est évalué pour l'État à 3 milliards d'euros. Tous les automobilistes y sont éligibles, particuliers comme professionnels, et ce jusqu'au 31 juillet. La solidarité continue dans les Yvelines. Le département a reçu des dons de 110 villes. 20 semi-remorques vont bientôt partir pour l'Ukraine. Plus de 650 places d'accueil sont également référencées dans tout le département. L'Île-de-France est le premier désert médical du pays et les Yvelines ne sont pas épargnées. Elle recense seulement 943 généralistes pour 1,4 million d'habitants. Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye a été officiellement inauguré. Sa rénovation est achevée depuis quelques mois après 3 ans de travaux. L'établissement accueille 2300 élèves de la maternelle à la classe terminale. Les chiffres du Covid-19 en Yvelines sont en hausse depuis l'allègement des mesures sanitaires. En moyenne, 2600 cas quotidiens ont été recensés la semaine dernière, soit le double en une semaine. Les admissions à l'hôpital ont quant à elles augmenté de 20%. Les 150 ans de la naissance de Léon Blum ont été célébrés à Jouy-en-Josas. Pour l'occasion, une conférence et un débat sur l'héritage du président, ministre et homme politique étaient organisés. Léon Blum a vécu 5 ans dans la ville avant son décès. L'existence d'une police de l'audiovisuel en matière électorale constitue une exception bien française. Le code électoral, en effet, désigne par temps de parole d'un candidat l'ensemble de ses interventions publiques et de celles de ses soutiens. Un tel contrôle tient aux principes constitutionnels régulièrement réaffirmés de pluralisme politique, dont l'un des corollaires est le pluralisme des médias, conçu notamment par le Conseil constitutionnel comme l'une des conditions mêmes de l'exercice de la démocratie. Pour l'élection présidentielle de 2022, 3 périodes se dégagent. Une première période, dite préliminaire, qui a eu lieu du 1er janvier au 7 mars, et qui a reposé sur l'équité. Les candidats déclarés ont eu accès aux médias en fonction de leur représentativité politique, déterminée notamment soit par les sondages, soit par les résultats électoraux antérieurs. Mais les candidats présumés au potentiel ont également été pris en compte au regard d'un certain nombre de critères, et c'est ce qui a été déterminant, par exemple, dans le changement de statut d'Éric Zemmour. Une période ensuite d'équité renforcée qui a eu lieu du 8 au 27 mars, fondée cette fois-ci sur la comparabilité. En effet, aucune différence ne pouvait théoriquement être faite entre les candidats officialisés par le Conseil constitutionnel
que ce soit des petits ou des grands candidats. Cela valait notamment pour la programmation et des horaires de grande écoute, que ce soit pour les matinales ou pour les prime time. Désormais, depuis le 28 mars, la campagne officielle a débuté et elle repose sur une exigence d'égalité stricte. Tous les candidats doivent bénéficier du même temps de parole, tant pour leurs interventions médiatiques que pour les clips de campagne. Une nuance toutefois concernant le président de la République qui est également candidat à sa réélection. La distinction entre ces prises de parole qui relèvent du débat politique, c'est-à-dire la candidature, ou qui relèvent de l'exercice de ses fonctions présidentielles, reste très poreuse et difficile à déterminer. Alors au final, ce contrôle strict opéré par le CSA du temps de parole constitue le prix de l'égalité et de la démocratie. Mais soyons rassurés, une élection ne se joue pas sur la médiatisation des candidats. Son portrait robot a été dessiné ces derniers jours. Un monstre aquatique aurait été aperçu dans le plan d'eau de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ces dernières semaines. Une nouvelle prise très au sérieux par les équipes de la structure. Tous les ans, on entendait quelqu'un qui venait nous dire « j'ai vu quelque chose dans les temps, c'est gros, c'est énorme, je suis inquiet pour mes enfants, etc. » Et c'est vrai qu'on n'y prêtait pas beaucoup d'intention. Là, ça fait quand même une vingtaine de témoignages en 3 semaines, donc bon, on est vigilants. Ces signalements font écho à une ancienne histoire connue des membres du club de voile installé depuis 1992 sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a quelques années, un navigateur aurait touché avec son bateau une créature verte avec des écailles sur le plan d'eau. Attaqué, on ne sait pas, mais en tout cas, il a heurté quelque chose et depuis, il est immobilisé parce qu'on ne l'a pas réparé. La personne a pris un peu peur aussi et c'est pas trop... C'est un peu flou tout ça, il va falloir qu'on résoudre un peu cette affaire et on ne sait pas trop comment. Le problème c'est qu'on ne l'a pas revu depuis. Il est parti, il a laissé son bateau et pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Mais comment cette créature a-t-elle réussi à rejoindre les eaux de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Selon les responsables, le monstre de plusieurs mètres pourrait venir des étangs de Hollande et aurait pu traverser les Yvelines par un passage souterrain. Il paraît qu'il y aurait des cavités assez importantes. Je sais qu'il y avait des études qui étaient en cours. Mais qui sont un petit peu arrêtés avec la Covid, mais ils auraient repéré une grande cavité de plus de 30 mètres de diamètre. Voilà, c'est encore à vérifier. Pour l'instant, les responsables ne déconseillent pas la pratique d'activités sur la structure, mais interdisent les baignades. Des mesures supplémentaires pourraient être prises si le monstre aux yeux rouges refait surface. C'est une grande première pour Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'au 2 avril. Le Vélodrome accueille les visionnaires, le salon du livre du territoire. Avec nous pour en parler, le directeur du réseau des médiathèques de l'agglomération, Pascal Visset, bonjour. Bonjour. C'est un nouveau rendez-vous culturel donc et qui est tourné vers l'avenir. Oui, tourné vers l'avenir. Les visionnaires est un salon qui entend placer la littérature, mais toutes les formes de médiation culturelle, dont les plus dématérialisées avec une partie numérique, orientées sur la réflexion de ce que sera le monde de demain. Le monde de demain en abordant tout un tas de thématiques qui seront inscrites dans le programme du salon, du sport à la ville, en passant par l'écologie, en passant par les rapports humains tout simplement et l'évolution de la société. Alors les temps forts, c'est les 1er et 2 avril, mais en fait ça a déjà commencé, le prologue, c'était le mercredi 30 mars avec les Nocturnes de l'Histoire. Exactement, donc c'était une soirée organisée par le musée de la ville, au cinéma UGC, tout à côté. Et donc la soirée était organisée autour d'une conférence sur les villes nouvelles, avec un focus évidemment sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'était très intéressant de retracer toute cette histoire depuis les années 50-60, les problématiques posées par les destructions de la guerre, jusqu'au terme du projet de Saint-Quentin, parce qu'on est arrivé jusqu'aux années 2000, avec une sorte d'achèvement, même si ensuite les villes nouvelles, comme on l'a appris, sont en perpétuelle transformation. Un film qui a été diffusé sur les visions d'architectes originaux, ce que moi j'appellerais les architectes théoriques ou abstraits. Donc dans les années 60-70, tous ces architectes ont créé des tas de projets, de villes sur pilotis, de villes spatiales, de villes modulaires, et ponctué à la fin par un échange avec le réalisateur du film. Donc tout ça était très très intéressant et c'était effectivement le prologue à ce salon, puisque le film projeté mercredi s'appelait Les Visionnaires déjà.
Il donnait le nom. Exactement. Et c'était pas du tout coordonné parce que le film date déjà de quelques années. Alors, ce salon du livre, ce sont aussi des animations, des rencontres, des dédicaces avec plus de 80 auteurs. Ouais, mais oui, quasiment 90 même. Bon, ça a un petit peu varié, avec des noms qui parlent, qui participeront pour certains aux fameux grands débats qui seront organisés tout au long de cette période. Donc il y aura Hubert Védrine, Étienne Klein, Bruno Patinaud. Je ne vais pas les égrener, mais on aura vraiment des personnalités, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnalités qui écrivent, pensent et travaillent sur des domaines extrêmement différents. Le président du jury du prix du livre de Saint-Quentin, donc non, ça sera la première, sera remis par son président, qui est le philosophe à vélo, ou le cycliste philosophe, Guillaume Martin. Voilà. Donc on va du sport, en passant par les problématiques, j'ai cité Hubert Védrine, de relations internationales, l'évolution de la société. Étienne Klein, forcément, réflexion sur la science, mais lui viendra pour un rapport au corps un petit peu particulier, en tant que scientifique, mais adepte de l'effort physique. Donc on aura vraiment tout un panel de réflexion sur la manière dont aujourd'hui les auteurs, quels qu'ils soient, contribuent à alimenter la réflexion et à pouvoir peut-être répondre à la question: est-ce qu'on peut imaginer le monde de demain, ou est-ce qu'on peut s'en faire une image qui sera de toute manière démentie par le futur lorsqu'il surviendra. Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité organiser son propre salon ? Je pense que c'était une manière de s'emparer d'un outil assez important et efficace pour la diffusion de la culture en proximité, le réseau des médiathèques. Et ce réseau des médiathèques donc apporte toutes les formes à travers le livre, à travers la musique, à travers la vidéo, à travers des rencontres, des ateliers, toutes les formes de culture à tous les citoyens et à tous les publics, des tout petits jusqu'aux seniors. Mais pour passer peut-être un cran au-dessus et créer un événement et donner peut-être une matérialité, une visibilité plus importante à la culture à Saint-Quentin, la création d'un événement de cette ampleur, et dont je souligne que c'est assez exceptionnel de voir une collectivité territoriale proposer dès la première édition un salon du livre aussi important et aussi diversifié dans toutes ses formes. Donc je pense que l'idée, c'était vraiment de porter la culture, de la rendre visible et de la diffuser sur la collectivité elle-même, mais aussi beaucoup plus, puisque certaines formes dont on va parler, je pense, permettent de s'affranchir des limites physiques du territoire. Et oui, justement, on va conclure avec ça, parce que c'est pas seulement physique comme salon, dont on a l'habitude plutôt pour ce type d'organisation, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines propose un salon digital. Salon digital, alors je dirais salon digital avec une partie classique. Donc on aura par exemple la retransmission vidéo des grands débats, des rencontres avec certains auteurs. Mais le salon digital, c'est un salon virtuel à part entière, dans lequel on pourra trouver des ateliers, des stands d'auteurs, des échanges avec les auteurs, et ce contenu sera vraiment exclusif sur la partie numérique du salon, qui restera disponible 8 jours après la clôture du salon physique. Donc si on est loin, on participe au salon digital, parce qu'on ne peut pas se déplacer, mais si on est à côté, on va au salon physique, et ensuite on va voir le salon digital. Donc on pourra faire durer le plaisir. Exactement. Merci Pascal Visset. Le salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines, je le rappelle, se déroule jusqu'au samedi 2 avril, et c'est au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'odeur de peinture est encore présente. Située à quelques mètres du château de Versailles, la salle du jeu de paume a été entièrement restaurée. D'une salle de sport et d'amusement, ce lieu devient un site emblématique de l'histoire de France. C'est une salle très importante en fait, surtout à l'heure où on parle beaucoup de citoyenneté, d'appartenance républicaine. On est vraiment dans l'enceinte même, entre ces quatre murs, où s'est proclamé le serment, le fameux serment du jeu de paume. Ce fameux serment, prêté le 20 juin 1789, devient le symbole de la Révolution française et de l'abolition de la monarchie. Et c'est à la salle du jeu de paume, effectivement, que les constituants vont décréter le fait de ne sortir de ce lieu qu'une fois que la République aura été affermie sur un socle solide. Fermée depuis juillet 2021 pour être rénovée, la salle du jeu de paume rouvre ses portes ce vendredi 1er avril. Tout a été refait du sol au plafond.
Vous constatez par exemple que le sol a retrouvé son état d'origine, que les coursives ont retrouvé également leur fraîcheur première, que tous les murs ont été assainis, mais aussi les bases de la salle qui souffraient d'humidité. Les travaux ont été financés par les députés à hauteur de 1,8 million d'euros. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la statue du président provisoire de la toute nouvelle Assemblée nationale, Jean-Sylvain Bailly, les bustes des députés qui ont participé au serment du jeu de paume, ainsi que l'œuvre d'Olivier Merson, immortalisant ce passage fondamental de l'histoire de France. Je voulais vous parler du prochain concert qui va avoir lieu à l'église samedi à 20h30, samedi 2 avril. C'est un concert atypique, original. Ce n'est pas souvent que nous avons la chance d'avoir des vrais musiciens d'Europe de l'Est, dont 2 violonistes extraordinaires. C'est un groupe de musiciens d'Europe de l'Est, un des meilleurs groupes d'Europe de l'Est. Vous savez qu'en Ukraine, c'est un grand pays de musique et de voix lyrique. Donc j'ai la chance de connaître une association franco-ukrainienne qui s'appelle Vesna. Il s'agit d'un groupe de 8 musiciens ukrainiens qui viennent spécialement à Orgeval ce soir-là. C'est symbolique et nous sommes très attachés aux opérations caritatives. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà accueilli des Syriens, des Afghans, des Ukrainiens. Pour nous, c'était une évidence. L'entrée sera au prix de 10 € et la totalité des inscriptions sera reversée à l'Ukraine et aux associations caritatives intégralement. Pour les Yvelinois les plus gourmands, le salon du chocolat et des gourmandises aura lieu à Villaines-sur-Seine samedi 2 et dimanche 3 avril à la Salle des Arts. Au programme de nombreux stands de chocolat, biscuits, miel ou encore caramel. Organisé par le Lions Club Poissy Blanche de Castille, l'entrée est de 3 € et tous les fonds recueillis seront au profit d'œuvres sociales. Pour son dernier concert de la saison, le Vésinet Live Afterworks accueille le jazzman Emmanuel Beck ce jeudi 7 avril prochain à 19 h. Accompagné par le chanteur surnommé le Rossignol du Tchad Abdoulaye Dergué, cette ultime soirée en musique au foyer du théâtre du Vésinet se fera sous le thème de la fraternité. Enfin, le premier trail des coteaux de Guerville s'élancera du Tennis Club de Guerville dimanche 10 avril prochain. En partenariat avec la Run Eco Team, 2 courses de 14 et 25 km sont prévues, ainsi qu'une marche nordique de 14 km. Petit plus de l'événement, une opération ramassage de déchets le samedi 9 avril de 16 h à 17 h.